d'un point de vue sommaire, je vais commencer par un petit partage d'expérience, justement, mon expérience professionnelle et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'enseigne de l'innovation. Par la suite, c'est pourquoi l'innovation et je vais lancer quelques petits fondamentaux sur l'innovation. Pour mon partage d'expérience, j'ai un parcours quelque peu atypique. Pourquoi? Parce que j'ai commencé dans l'entreprise et aujourd'hui, je suis professeure à l'ISCAE. J'ai un statut de professeur permanente. Ça veut dire que mon travail est principalement au groupe ISCAE. J'ai commencé à travailler chez Procter Gamble. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, mais sûrement vous connaissez beaucoup de ses produits. Tide, Ariel, Monsieur Propre, Hatché, Pampers, Always, tout ça font partie de cette entreprise Procter Gamble. Donc, quand j'ai intégré cette entreprise, qui est une multinationale américaine, je me suis rendu compte à quel point l'innovation était importante dans la stratégie de cette entreprise, puisque chaque mois, nous avons de nouveaux produits qui sont lancés, de nouvelles variantes, des produits qui sont améliorés, et à chaque mois, il faut créer toute une stratégie de communication pour parler de ces innovations et pour maintenir justement un certain seuil de rentabilité au sein du marché. J'ai travaillé 2 années à Procter. Après, j'ai travaillé sur Nokia. Et je peux vous dire que j'ai travaillé sur Nokia le temps où Nokia était le numéro 1 au monde. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour Nokia? C'est que Nokia a investi dans des innovations qui étaient très intéressantes. Les N-Series, les E-Series, en fait, des gammes de produits qui sont très élaborées et particulièrement techniques que malheureusement le client n'a pas été très friand. Dans le temps quand Nokia était le numéro 1 au monde, on se disait attention, les clients sont en train de partir. Nokia se disait non, finalement je suis Nokia. Et donc il y avait une certaine confiance qui s'est installée, qui a créé en quelque sorte le point de départ de la décadence de la marque. Nokia s'est dit, je vais innover et je vais faire les meilleures innovations techniques possibles. Elle a lancé des téléphones qui sont super sophistiqués, des N-Series qui, en les changeant, deviennent des caméras. C'était des téléphones excellents, mais ce n'était pas ce qui est demandé par le client. Et donc, finalement, ce que Samsung ou iPhone ont fait de plus que Nokia, c'est la simplicité. La caractéristique principale qui a qui a fait que les consommateurs aiment ces produits-là était l'écran tactile ou la touchscreen. Aussi, dans le temps où les constructeurs téléphoniques ils partaient vers des plateformes comme Android, etc., Nokia s'est dit, je vais toujours créer ma propre plateforme parce que je suis Nokia. Elle a créé la Symbian qui n'a pas fait long feu et malheureusement, le marché de la téléphonie de Nokia a décliné suite à des innovations qui n'étaient pas adaptées par rapport au marché. Donc, j'ai passé à peu près 1 année à travailler sur Nokia. Heureusement, j'avais quitté Nokia alors qu'ils étaient toujours très bien positionnés. J'ai travaillé chez Meditel. En fait, en 2007, on m'avait appelé. Ils avaient reçu mon CV 1 année avant pour me dire, on a un poste qui pourrait vous intéresser. Et quand je suis partie pour parler à propos du poste, c'était un poste sur une technologie apparemment qui était nouvelle. Donc, vous imaginez avec moi qu'en 2007, c'était le lancement de la 3G mobile. La 3G, une technologie non connue par pratiquement tous les Marocains, qui se développe à l'international et qui prend de l'ampleur. Meditel, elle était devant une grosse barrière qui était la DSL à 100% de Maroc Télécom. Et donc, avec toutes les réunions de dégroupage, de possibilités de prendre une partie de réseau, Meditel s'est rendu compte que ce n'était tout simplement pas possible parce que c'est normal, Maroc Télécom ne donnera pas à Meditel une épée pour pouvoir lui prendre une part de marché. Et donc, on se lance sur la 3G mobile en 2007. Donc, j'ai intégré Meditel en 2007. On a commencé par une stratégie, j'étais dans le service à valeur ajoutée, ce qu'on appelle la BUSVA. En fait, ce service-là, son objectif principal, c'est de lancer des innovations nouvelles sur le marché qui puissent prendre de la valeur versus la téléphonie. Parce que le marché de la téléphonie à terme était un marché qui était appelé à régresser
puisque le téléphone, il est de plus en plus gratuit, il est de plus en plus accessible, la minute est de moins en moins chère. Et donc, c'est un marché appelé à être régressé. On essaye de développer des services à valeur ajoutée, c'est-à-dire des alternatives qui puissent se relancer sur le marché de la télé, le marché des télécoms. Et donc, j'ai travaillé sur la 3G. Je ne vous cache pas que la stratégie de lancement de cette innovation, qui dans le temps, elle était inédite, c'était une stratégie d'écrémage. C'est quoi une stratégie d'écrémage? Cela veut dire que on allait lancer à un prix qui était relativement élevé. Ça allait permettre de toucher, certes, une population réduite, mais qui allait payer cher. Et donc, cette stratégie, au départ, c'était à peu près à 649 dirhams par mois. On a claimé la mobilité, mais elle n'était pas comprise par tout le monde parce que c'était juste inconcevable de dire à quelqu'un, regardez cette clé, c'est de l'Internet qui peut être mobile et circuler partout avec vous. Vous imaginez qu'avant cette date, et d'ailleurs les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à l'imaginer, l'Internet était l'ADSL, c'était fixe, dans un poste fixe. Et il y avait même un business qui était très florissant dans le temps, qui était le business des cybercafés, où on pouvait se permettre de louer des heures de connexion. Et donc, le lancement de la 3G au Maroc, d'abord d'un point de vue communication, il fallait faire comprendre aux clients. Et c'est pour ça que les publicités de départ étaient des publicités didactiques. C'est-à-dire, vous lui montrez la clé, vous la mettez, vous la pluguez et vous lui montrez à quelle vitesse la clé arrive à se connecter sur l'Internet. Et donc, au départ, on était plutôt dans la communication didactique qui petit à petit a évolué vers une communication qui portait plus sur l'acquisition de parts de marché ou agrandir la part de marché à travers des réductions de prix, des nouveaux lancements qui sont de plus en plus accessibles. Donc, j'ai travaillé 8 ans chez Orange, chez Meditel, qui est devenu bien évidemment Orange. Et ma dernière casquette était une casquette experte innovation chez Orange. Donc, après 12 ans d'entreprise, et surtout des entreprises non des moindres, où j'avais un rythme qui était assez effréné, je me suis rendu compte que, en fait, c'est très bien, mais j'avais toujours un projet en tête et d'ailleurs qui m'a toujours poursuivi en parallèle, c'était de faire mon doctorat et de merger vers l'enseignement. Et en 2016, j'ai eu mon doctorat en stratégie d'innovation et j'ai intégré, après beaucoup d'essais dans plusieurs établissements publics, j'ai pu intégrer l'ISCAE en tant que professeur permanent. Donc aujourd'hui, au niveau de l'ISCAE, j'enseigne des matières comme le management de l'innovation. J'ai trouvé une matière qui est très sympathique, qui va avec l'innovation, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ma vocation de pouvoir trouver des idées et pousser les jeunes à lancer leur entreprise, les jeunes d'esprit, les jeunes et moins jeunes, les pousser à lancer leur entreprise et pourquoi pas à devenir des entreprises, des entreprises aujourd'hui qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des entreprises qui prennent de la valeur à l'international et qui arrivent à lever des fonds à l'international. J'enseigne aussi une matière qui pour moi elle est complémentaire, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans quelle mesure? Dans la mesure que aujourd'hui, certes, il faut faire de l'innovation, il faut créer de la valeur ajoutée, mais toujours dans le respect de certaines valeurs, que ce soit des valeurs au niveau du marché, au niveau de l'environnement, au niveau de la relation avec ses clients, la relation avec ses fournisseurs. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, devient prépondérante dans la gestion économique d'une entreprise. Donc voilà par rapport à mon partage d'expérience. Donc aujourd'hui, j'ai pratiquement 2004, bon, ça me fait vieillir, c'est pratiquement 17 ans sur le terrain, 17 ans ou 12 ans j'étais dans les entreprises et aujourd'hui, je raconte à mes étudiants ce que j'ai pu vivre réellement. En fait, peut-être que la plus-value ou la petite plus-value que j'ai pu avoir à travers mes différentes expériences, c'est que finalement, quand je parle à mes étudiants, je leur parle en leur racontant ce que j'ai pu réellement vivre au sein de l'entreprise. Quand j'essaye de travailler sur des théories,
même des théories d'organisation. Mes exemples sont des exemples d'un vécu. Et je pense que c'est très important. Ça pousse à mieux, en donnant des exemples avec des détails, ça pousse à mieux mémoriser, à mieux comprendre justement différentes matières, quand bien même elles sont assez techniques. Donc, je vais commencer par une image de Facebook et de Mark Zuckerberg. Donc, Facebook, créé en février 2004. Donc, vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise référence de la génération Z, c'est-à-dire la génération qui sont nées dans les années, dans plutôt la fin des années 90. Donc, aujourd'hui, c'est un effectif de 44 992 employés et un chiffre d'affaires de 70 697 milliards de dollars. Donc, Facebook a racheté WhatsApp en 2014 et Facebook et WhatsApp, qui est aujourd'hui une partie de Facebook, et Facebook aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle les licornes. D'abord, c'est quoi une licorne? Une licorne, c'est une entreprise, une start-up qui a commencé dans les années 2000 et qui est devenue à très forte valorisation financière. Et donc, quand on parle de licorne, on interpelle automatiquement des entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber. Ce sont des licornes qui se lancent sur le marché sous un business model qui est nouveau, un comportement social qui est nouveau et qui arrive à avoir une grosse part de marché. Rien qu'en étant sur WhatsApp, regardez un petit comparatif qui a été fait par un chercheur. Entre WhatsApp, qui était à 55 salariés quand elle a été acquise par Facebook, avec 4 ans d'existence, elle était valorisée à 19 milliards de dollars. Si vous la comparez à Peugeot, qui est une entreprise industrielle avec 100 000 salariés, avec plus de 100 000 salariés et plus d'un siècle d'existence, Peugeot est à 12 milliards de dollars. Et donc là, cette image anecdotique nous interpelle parce qu'on se dit finalement, où est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir que la valeur ajoutée, elle existe toujours dans les entreprises industrielles? Ben, figurez-vous que la valeur ajoutée aujourd'hui, elle existe dans l'innovation et que les entreprises industrielles, il est plus intéressant de sous-traiter des parties d'activité et de travailler plutôt sur la partie innovante pour ces entreprises. Aujourd'hui, le quotient intellectuel, il a commencé à avoir plus de valeur économique. Quand bien même, quand vous voyez par exemple le Bitcoin, qui est la nouvelle monnaie, la crypto-monnaie, ce Bitcoin-là n'a pas un basique qui est un basique d'or ou d'équivalent en dollars, et pourtant, il est en train de prendre beaucoup de valeur. Et on dit qu'il se peut que le Bitcoin arrive demain à 150 000 de dollars et qu'il puisse même remplacer tout l'argent traditionnel que nous connaissons. Ça m'interpelle parce qu'en discutant autour, il y avait même, en fait, un siècle avant, on se disait que l'argent qui est en papier allait remplacer l'or, qui était plutôt de l'or. Et il y avait beaucoup de réticence au changement par rapport à ce remplacement. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train de s'échanger avec des papiers. Parce que dans le temps, on disait, c'est pas possible, il va me donner juste un papier et c'est l'équivalent de l'or. Ben, aujourd'hui, peut-être que la crypto-monnaie sera même pas un papier, elle sera virtuelle. Et donc, Facebook, pour revenir à Facebook, c'est une plateforme avec un modèle ergonomique qui est basé sur la publicité. Donc, il ne faut pas se leurrer. La majorité des revenus de Facebook sont basés sur des revenus publicitaires. Et il y avait même le directeur de Publicis qui a dit une fameuse expression, quand vous avez un service qui est gratuit, cela veut dire que le produit, c'est vous. Donc, il est naïf de croire que l'utilisateur jouirait d'une liberté absolue, une neutralité, etc. Parce que finalement, ces réseaux qu'on appelle des réseaux communautaires, ils nous créent ce qu'on appelle des réseaux personnels. Ça veut dire que je peux taper la même chose sur Google versus une personne qui est à côté de moi. Je vais avoir des publicités différentes en fonction de moi, une interface différente, des réponses différentes. Et donc aujourd'hui, ces gens qu'on est en train de rencontrer sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons même pas être sûrs qu'ils existent. Donc,
des réseaux communautaires qui nous ont créé des communautés virtuelles dont on n'est pas sûr que ces gens existent, ces gens disent la vérité, ces gens sont des personnes qui sont entières, etc. Et donc, Facebook a créé un nouveau business model qui est basé justement sur les données virtuelles et sur un modèle publicitaire. Donc, comme je vous ai dit, Facebook fait partie des GAFAM. Donc, les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et juste pour vous donner une image, les GAFAM, ils ont pesé plus lourd que le PIB français déjà en 2017. Donc, vous imaginez un pays développé parmi les 10 pays les plus puissants au monde. Et aujourd'hui, des entreprises ensemble pèsent plus que le PIB, tout confondu de ce pays-là. Une autre image, c'est que Airbnb, en 2018, elle a réalisé des revenus sur l'hôtellerie, c'est-à-dire un chiffre d'affaires global qui est supérieur à tout le secteur de l'hôtellerie confondu. Et donc là, ça nous interpelle. Le business model économique, ils sont en train de changer. Quand Uber est venu avec la possibilité de donner de l'ubérisation, ça veut dire un échange de personne à personne, aujourd'hui, les entreprises sont en train d'évoluer aussi pour s'acclimater par rapport à ce nouveau business model. Donc, tout ça, il est basé sur de l'innovation en continu. Juste pour vous donner une idée, le budget de recherche et développement d'Amazon, c'est 18 milliards d'euros par an. Ça veut dire que ces licornes-là, pour qu'ils arrivent à avoir ces positions stratégiques et ces revenus au niveau international, sont des entreprises qui sont tout le temps à la page. Si vous voyez des applications qui se lancent comme Glovo, par exemple, au Maroc, Glovo n'a pas rapporté quelque chose de nouveau. Il a fait juste l'intermédiation entre des restaurateurs et des clients finaux. Un Glovo, il a levé des milliards, des millions d'euros, des milliards en dirhams au niveau international. Et donc, tout ça pour vous dire que le système économique lui-même, il est en train de changer d'acteur. Et qu'aujourd'hui, la digitalisation fait en sorte que ce système change très, très vite et nous sommes en train de vivre ce changement. Maintenant, si vous dites GAFA, quels sont les équivalents asiatiques? Juste pour vous donner une image, au début des années 2000, quand les GAFA se développaient et qu'ils naissaient et qu'ils prenaient de la valeur, du côté asiatique, on a essayé de stopper cette intégration des GAFA au niveau de l'Asie. Et là, on s'est dit, ils ont essuyé beaucoup de critiques pour dire que l'Asie n'accepte pas la mondialisation, que l'Internet, il est un facteur prépondérant pour l'échange à l'international. Mais en fait, ces remarques qu'ils ont suivies ne sont pas des remarques auxquelles ils s'attendaient pas. Parce que eux, s'ils ont fermé cette possibilité, c'est qu'ils voulaient développer leur propre GAFA. Et d'ailleurs, ce qui a été fait, parce qu'en Asie, on n'a pas les GAFA, mais on a les BATX. B pour Baidu, qui est l'équivalent du moteur de recherche Google, Tencent Tencent pour Facebook, Alibaba pour Amazon et Xiaomi pour Apple. Donc, tout ça pour vous dire que les GAFA, ils dominent l'Internet chinois. Aujourd'hui, si vous parlez à un Chinois pour lui dire on se voit sur Facebook, on s'envoie, on s'échange notre Facebook, il va pas comprendre parce que pour eux, Facebook, c'est Tencent. Ils ont proposé leur propre licorne. Et leur propre licorne leur a permis aussi d'avoir une souveraineté par rapport aux informations. Parce que si vous arrivez à avoir les informations de population entière, cela veut dire que vous avez un pouvoir, que cette information, vous pouvez la vendre. Alors que les BATX ont essayé de cerner l'information de leurs citoyens. Donc, juste pour vous donner une idée par rapport aux stratégies de BATX, Alibaba, avec son fondateur Jack Ma, il avait donné une phrase très célèbre. Il avait dit « Je préfère être un crocodile dans le tsang plutôt que d'être avalé par un requin. Je préfère être un crocodile dans le tsang plutôt que d'être avalé par un requin. » Cela veut dire que le tsang est un fleuve chinois
qu'il connaît, qu'il maîtrise. Et donc, être un crocodile dans le tsang, c'est être dans son propre marché et pouvoir le maîtriser vu le fait de le connaître. Plutôt que d'être avalé par un requin, parce que dans le temps, il n'était pas très grand, et donc être avalé par Amazon ou par un parti, être avalé par Amazon n'était pas concevable pour Jack Ma pour son entreprise Alibaba. Bien évidemment, si on voit Xiaomi aujourd'hui avec le développement de la 5G pour Huawei, avec Xiaomi qui commence à avoir des téléphones qui sont très performants, alors qu'au départ, il était plutôt sur des téléphones qui étaient incomparables par rapport à l'iPhone. Donc, on se rend compte que les BATX constituent un pôle asiatique qui est très important et qui est favorisé aussi par la population qui est assez dense. Et donc, le fait d'avoir une population dense va faire qu'on va avoir beaucoup de clients de façon naturelle. Si on essaye de voir le top 20 2018-2019 des entreprises start-up qui sont évaluées aujourd'hui, qui sont valorisées aujourd'hui à des milliards de dollars, nous allons nous rendre compte que majoritairement ces entreprises sont soit chinoises, soit américaines, avec 2 ou 3 que j'ai perçues pour l'Inde, qui est un pays assez développé en termes de technique et de technologie. Donc, ANT Financial, Uber, Xiaomi, vous voyez Xiaomi, c'est une entreprise qui a dépassé en termes de valorisation financière Apple. Donc, il y a aussi Airbnb qui est dans le secteur de l'hôtellerie. Il y a SpaceX avec Elon Musk, donc tout ce qui est voiture Tesla, qui s'est spécialisé justement aujourd'hui dans la conquête de l'espace. Donc, vous remarquez avec moi que la majorité de ces entreprises proviennent soit des États-Unis, soit de la Chine. Et c'est ce qui fait la force de ces pays parce qu'ils arrivent à se positionner sur des secteurs qui sont novateurs, qui sont nouveaux et très, très intéressants. Donc, ces secteurs-là, comme les secteurs, c'est pratiquement partout. Vous savez que Google, il est en train d'acheter une entreprise qui s'appelle il a acheté une entreprise qui s'appelle Oscar Health, qui est une entreprise dans la santé. Demain, on dit que Google, peut-être il va devenir une banque ou une assurance. Et franchement, qu'est-ce qui l'empêcherait de le devenir? Il a les moyens financiers nécessaires, il a les statistiques incroyables parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand vous écrivez un texte sur Word et que vous faites corriger, ce n'est que des statistiques. Et donc, il a des statisticiens les meilleurs dans le monde, il a les moyens financiers, il connaît les personnes une à une et donc il peut faire une personnalisation de l'offre et on pourrait même imaginer ce qu'on appelle une assurance à la volée. C'est-à-dire, au lieu d'acheter une année d'assurance, on peut acheter quelques heures si on a une voiture en location, et on peut acheter quelques heures et les régler sur place sur une application. Et donc, tous ces domaines sont évolutifs, qui sont appelés à évoluer. Et justement, nous sommes en train de vivre cette évolution dans les différents domaines de l'économie. Donc, l'innovation, vous voyez avec moi, j'ai fait ce petit chapeau pour vous dire que on se rend pas compte, mais l'innovation, elle est en train d'aiguiller le monde. Aujourd'hui, l'innovation, elle est en train de prendre de la valeur. Les entreprises innovantes sont des entreprises qui ont les plus fortes valorisations boursières. Nous ne trouvons plus des entreprises industrielles qui sont à la tête, mais plutôt des entreprises qui sont innovantes. Une petite caricature pour élucider déjà l'acceptation de l'innovation. Donc, vous voyez avec moi, vous avez 2 bonhommes qui sont en train de faire un travail très, très dur pour transporter des pierres et on se rend compte qu'il y a une personne qui veut leur offrir des roues. Ils lui disent, on est très occupé, non, merci, on ne veut pas de vous. Donc là, cette caricature, elle est assez intéressante parce qu'elle élucide la réticence au changement. Parce que toute innovation n'est pas une innovation qui est forcément acceptée par tout le monde au départ. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts justement pour faire accepter une innovation, même si les gens sont conscients qu'elle peut améliorer leur vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun de nous, il a une petite zone de confort. Et cette zone de confort lui permet d'avoir des habitudes. Et le fait de changer les habitudes fait que les gens ont peur. Ils ont peur que s'ils changent, c'est pas bon, qu'ils doivent investir du temps pour comprendre, que les autres comprendront plus que
plus que lui. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il y ait cette réticence par rapport au changement. Deuxième image de Thomas Edison, il a dit, I have not failed, but I had just found 10,000 ways that won't work. Ça veut dire, je n'ai jamais été dans l'échec, mais j'ai trouvé 10 000 manières qui n'ont pas marché, qui étaient des échecs. Et donc, juste pour vous dire que ça élucide l'acceptation de l'échec. Ça veut dire quelqu'un qui veut innover et quelqu'un qui, à la base, il est tellement motivé qu'il accepte que des fois, ça ne donne pas de résultat, mais qu'il continue d'essayer jusqu'à ce que l'innovation soit effectivement une innovation majeure. Et là, juste pour vous dire, Thomas Edison, c'est celui qui a travaillé sur la fée-lumière ou l'électricité. Il y a Jim Watson, qui est le fondateur d'IBM, qui a dit « If you want to increase your success rate, you need to double your failure rate ». Ça veut dire, si vous voulez augmenter vos ratios de succès, il faut doubler vos ratios d'erreur. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire de l'innovation, il doit faire beaucoup d'efforts. Et que même s'il y a des erreurs ou il y a des échecs qui sont essuyés, et d'ailleurs, la majorité, même de ceux qui ont lancé des licornes, ont commencé toujours par des échecs qui étaient en fait une première bonne route pour l'innovation. Donc, nous pouvons dire que l'échec est un escalier vers l'innovation parce qu'il permet de continuer à innover pour avoir une innovation qui puisse avoir de la valeur aux yeux du client. Donc, l'innovation est une discipline merveilleuse. C'est une force au pouvoir d'attraction qui est pragmatique et esthétique. Elle déchaîne notre créativité, ça veut dire elle nous pousse à la création, à voir out of the box, à voir quelque chose qui est nouveau, qui est différent. Ouvre nos esprits vers des possibilités inexplorées tout en accélérant la croissance économique et en permettant des avancées dans des domaines différents, que ce soit l'innovation dans la médecine, dans l'éducation, dans le transport, dans l'aéronautique. C'est-à-dire que l'innovation, elle touche tous les domaines d'activité. Nous pouvons dire que c'est une discipline qui est assez transverse et qui est très intéressante pour tous les domaines. Donc, pour l'entreprise, l'innovation, elle offre des opportunités exceptionnelles, mais aussi des défis importants. Pourquoi des défis importants? Parce que l'innovation, elle coûte cher. Et donc, vous imaginez une entreprise industrielle qui veut lancer un nouveau produit, et si ce produit est un flop, tout l'investissement qui est derrière va partir, justement, va être non rentable. Et donc, c'est des défis qui sont très importants et beaucoup de flops ont existé dans l'innovation. Donc, ce qui m'interpelle, j'ai vu cet après-midi avec mes étudiants, c'est BIC qui s'était lancé dans le parfum, un parfum à 10 dirhams et qui était un flop parce que BIC était connu pour être un stylo et non pour être une marque de parfum qui était la marque un parfum. Il se veut surtout être un produit identitaire et important à choisir. Et donc, le fait de le lier à BIC n'a pas donné d'excellents résultats. Et donc, il y a même des entreprises qui, quand ils échouent dans des innovations, ça peut intégrer leur faillite. Ou quand ils n'innovent pas, ils arrivent à être dans la faillite. Je donne un exemple, Kodak. Kodak qui était dans le film analogique, ils ont bien vu le film numérique venir. Mais ils ont essayé, mais ça n'a pas donné de grands résultats. Ils ont fini par disparaître et donner la place au film numérique. Et donc, c'est une innovation qui va décliner pour donner la place à une autre qui va encore arriver à maturité et décliner forcément au bout d'un certain temps si elle n'arrive pas à être revue, à être déployée de façon différente. Pour les autres parties prenantes, l'innovation répond à des problématiques et elle apporte des solutions d'ordre social, économique, pour bien sûr améliorer le niveau de vie de la société. Donc, on essaie d'innover toujours pour mieux répondre aux clients, pour trouver un marché, pour essayer de développer l'activité d'entreprise et qu'elle soit pérenne. Maintenant, parmi les définitions qui ont été données à l'innovation, donc, l'innovation est un art qui peut être recherché ou spontané. Pourquoi spontané? Parce que beaucoup d'innovations, Eureka, beaucoup d'innovations ont été trouvées des fois par hasard. Et le terme scientifique, c'est la sérendipité.
La sérendipité, c'est l'innovation qui est venue d'un fait spontané. Ça veut dire, on était en train de faire quelque chose et on a découvert une manière de le faire et ça a donné une innovation. Comme elle peut être recherchée. Quand on parle de rechercher, ça veut dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'innover. Et là, je renvoie à la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge, je renvoie à la stratégie d'innovation, je renvoie à la stratégie collaborative. Donc, beaucoup de stratégies aujourd'hui permettent de suivre des étapes pour innover. Et donc, quoique l'idée ne vient pas du hasard, ou on n'est pas un génie, mais on peut innover à travers la recherche de l'innovation. La finalité, c'est d'offrir du nouveau au consommateur, que ce soit le consommateur interne à l'entreprise ou le consommateur externe, parce qu'il y a aussi des innovations managériales, il y a des innovations procédurales, il y a des innovations pour faire un travail autrement. Et donc, ça fait aussi partie de l'innovation. Donc, Larousse, il définit l'innovation de 3 points de vue différents. Donc, 3 optiques différentes, mais qui sont quelque peu complémentaires. Nous pouvons dire que l'innovation, c'est l'introduction dans le processus de production et ou de vente d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Et donc là, c'est le processus de production qui change, ou le processus de développement d'un service. Et donc, pour le client final, le produit est le même, mais le changement, c'est situé en amont de la proposition du produit final. Ça, c'est un premier point de vue. C'est ce qu'on appelle l'innovation de procédé. L'innovation peut être l'ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation ou le lancement d'un produit. Bien sûr, en passant par l'étude de marché, le développement du prototype et les premières étapes de production. Et là, justement, c'est l'innovation par rapport au produit lui-même. On va créer quelque chose de nouveau, novateur, qui va être lancé sur un marché et donc on va faire des études préalables et on va sortir avec le produit ou le service nouveau. Troisième vision ou troisième optique de l'innovation, c'est un processus d'influence qui conduit au changement social. Si je parle de la 3G, certes la 3G est une innovation technologique, mais elle a changé la société. Ça veut dire que le comportement de consommation d'Internet est différent aujourd'hui. Si on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont eu un impact qui est un changement social, qui est fondamental. Si on essaye de voir la Ford T quand elle a été lancée par Henry Ford, qui a appliqué l'organisation scientifique du travail des classiques, nous nous rendons compte qu'au-delà de la voiture lui-même, Henry Ford a vulgarisé l'achat d'une voiture. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une voiture économique, avec des économies d'échelle qui ont permis à des classes moyennes d'Américains d'avoir une voiture. Et donc, quand on a une voiture, c'est tout le comportement social qui change parce qu'on sort en famille, on fait des excursions, on fait des pique-niques et donc une relance économique à travers l'innovation. Donc, 3 optiques différentes, que ce soit au procédé, que ce soit au produit, que ce soit l'impact de l'innovation qui est le changement social qui va venir après. Maintenant, pourquoi innover? Pourquoi innover? Parce que naturellement, tous les produits et services ont un cycle de vie. Et ce cycle de vie, il est composé de 4 étapes. L'introduction ou le lancement, la croissance qui est la vague portante de l'innovation, la maturité ou encore la 4e qui est le déclin. Quand on a un cycle de vie qui arrive à maturité, on commence à penser comment améliorer le produit. Est-ce qu'on doit lancer une alternative? Est-ce que le produit peut remplacer un autre? Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que quand on plafonne les ventes, il y a un problème parce que juste après, il y a le déclin. Et donc, on innove pourquoi? On innove pour rester sur un marché. On innove pour relancer un cycle de vie. Je ne parle pas des cycles de vie où la maturité, elle est infinie. Ça, c'est ce qu'on appelle des cycles de vie mythiques, où justement la maturité, elle tient pendant longtemps. C'est le cas de Coca-Cola avec la version classique. C'est le cas de Nutella. C'est le cas c'est des marques. Et c'est le cas de Nivea. Ça m'intrigue, Nivea. C'est des marques qui ont subsisté à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale et qui sont toujours là aujourd'hui. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des cycles de vie à maturité longue. Je parle des cycles de vie de produits ordinaires où justement, juste après la maturité, il y a le déclin.
Donc, pourquoi innover? Parce que au moment de la maturité, c'est un moment de vérité où soit on va relancer le cycle du produit à travers l'innovation, soit malencontreusement, il va partir vers le déclin. Et donc, c'est très, très intéressant de rester toujours innovant par rapport au produit. Maintenant, quels sont les types d'innovation? Parce que c'est très grand. Je peux dire, je crée un produit, c'est une innovation. Je peux dire, j'améliore le procédé, c'est une innovation. Je peux dire, je fais autrement écrire avec le produit, c'est une innovation. Et donc, l'innovation a différentes typologies. On parle de l'innovation produit quand il est incorporé dans la production finale de l'organisation. Par exemple, le développement des réseaux troisième génération, quatrième génération, etc. Les innovations procédées, c'est les innovations dans la manière, la façon dont les activités sont gérées. C'est souvent orienté vers l'amélioration et l'efficacité de la production. Par exemple, augmenter les quantités produites en un temps donné en faisant des économies d'échelle, de nouveaux partenariats à l'international, etc. Et donc là, l'innovation produit, c'est justement qui va s'intégrer dans le produit et l'innovation procédé qui va être plutôt dans le procédé pour la production du produit. Une autre typologie de l'innovation très intéressante, c'est l'innovation radicale ou ce qu'on appelle l'innovation disruptive et l'innovation incrémentale ou ce qu'on appelle une innovation qui améliore les compétences. Quand je parle du passage de la disquette vers le CD, vers la clé USB, ça c'est ce qu'on appelle une innovation radicale. Ça veut dire qu'il y a une innovation qui vient remplacer une autre, qui vient piétiner sa part de marché pour le prendre. Et d'ailleurs, l'innovation radicale renvoie justement à la théorie qui a été développée par Joseph Alois Schumpeter. Il a parlé de la destruction créatrice. Ça veut dire quelque chose qui va se détruire pour donner naissance à une autre innovation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une innovation radicale. L'apparition de l'imprimerie, le passage du télégraphe au téléphone, du téléphone à Internet, le passage VHS, DVD, c'est des innovations disruptives. Ça veut dire qu'elles viennent rompre avec un passé. Par contre, l'innovation incrémentale, c'est des innovations graduelles. Ça veut dire qu'elles viennent pour garder le produit de base, mais pour l'améliorer. Si on parle de iPhone 6, 7, 10, X, etc., c'est de l'innovation incrémentale. Si on parle de la technologie, justement, i3, i5, i7 qui vient s'améliorer, c'est Intel. Donc là, c'est des microprocesseurs Intel. Là, c'est de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'elle vient améliorer un existant. Troisième catégorisation, l'innovation push et l'innovation pull. Quand je parle d'une innovation push, ça veut dire qu'on innove au niveau de nos usines, de notre entreprise, et on essaye de pousser sur un marché. L'innovation pull est la vision contraire. Cela veut dire qu'on va partir sur un marché, on va essayer d'étudier le marché, le besoin du marché, qu'est-ce qui ressort en termes de demande, et on va revenir à l'entreprise pour le développer et satisfaire ce besoin. On peut dire que l'innovation pull est la vision du marketing contemporain, parce que la définition même du marketing, c'est essayer de comprendre le besoin du client pour le développer. Et attention, un troisième élément est de rester rentable. Donc, c'est la vision du marketing qui s'inscrit dans l'innovation pull. Maintenant, l'innovation pull, elle est très acceptée aujourd'hui. Comment pousser sur le marché des produits on ne connaît pas forcément est-ce que les clients les demandent ou pas. Le push est surtout utilisé pour des produits technologiques. C'est-à-dire quand on a une technologie, le client ne la connaît pas forcément. Et donc, même si, quand bien même on sort dans un marché pour poser la question au client, il est incapable de vous dire je voudrais une spécificité et pas une autre parce qu'il ne la connaît pas encore. Et donc, l'innovation push peut être très intéressante dans le domaine de la technologie et justement, ça répond à des besoins qu'on appelle des besoins latents parce que juste le client, il est confronté à la technologie, il l'aime, il l'adopte et il achète le produit. Il y a encore un autre secteur où l'innovation push, elle est intéressante. Je parle du secteur de luxe.
Justement, quand vous voyez des fois des défilés de mode, et d'ailleurs j'en fais partie des personnes où vous vous dites, c'est pas possible. Qui va porter ces habits? C'est vraiment atypique, c'est vraiment des fois bizarre et c'est à des prix qui sont extravagants. Ben, vous vous rendez compte que dans ce secteur d'activité, on est plutôt dans le push parce que justement, on essaie de mettre en avant une marque ou la griffe d'un concepteur qui va être, et le produit va être acheté pour ce nom-là. Et donc, il va être acheté pour se différencier. Et donc, le client ne connaît pas forcément quel est l'habit qui va être lancé par tel designer ou tel créateur. Et là, le secteur du luxe s'apprête à de l'innovation push. Bien évidemment, quand je parle du secteur de luxe, il faut distinguer trois luxes. Je parle du luxe classique, c'est-à-dire le luxe qui est très cher. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le luxe contemporain. Aujourd'hui, des marques comme Calvin Klein, Coach, de nouvelles marques américaines sont des marques qui sont plutôt dans le luxe contemporain et qui peuvent s'apparenter à des produits ordinaires et de ce fait vont être dans l'innovation pool. Une autre typologie de l'innovation très intéressante, c'est une innovation typologie qui nous vient de l'Inde. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Celui qui l'a lancé, c'est Navi Raju. Et Navi Raju a parlé de l'innovation frugale, qui est l'aptitude à créer plus de valeur économique et sociale en utilisant moins de ressources. Il ne s'agit pas de se contenter de peu, mais d'améliorer les choses. C'est quoi l'innovation frugale? Quand vous voyez même pour le projet marocain Enactus qui ont lancé un réfrigérateur en argile qui permet de préserver la nourriture pour les personnes qui n'ont pas d'électricité dans les patelins et les zones qui sont inaccessibles, il permet de préserver la nourriture à une bonne température grâce aux bienfaits de l'argile. Donc ça, c'est une innovation frugale. Moi, je pense que les Marocains aussi, on est des champions à faire des fois des choses avec, en fait, avec l'existant ou avec les peu de choses dont nous disposons. Et donc, on essaie d'améliorer les choses en trouvant des innovations de dépannage en quelque sorte. Et donc ça, c'est l'innovation frugale qui a été développée par Navi Raju, qui dit que c'est une typologie d'innovation très intéressante, surtout pour les pays à faibles moyens, où on arrive à faire le mieux avec le moins. Meryl Crawford a développé aussi d'autres types d'innovations qui sont intéressantes, puisqu'il y a quelques-uns que je n'ai pas cités avant. Donc, elle a parlé de l'innovation inventive. Là, c'est ce que j'ai dit, c'est l'innovation radicale qui constitue une première sur le marché et qui vient rompre avec un passé. Elle a parlé aussi de l'innovation adaptative. Et ça, c'est un modèle qui est assez intéressant que je n'ai pas cité avant. En fait, c'est quoi une innovation adaptative? C'est de l'immovaction. Immovaction, c'est un combiné entre imitation et innovation. Cela veut dire qu'on va prendre un produit, on va l'imiter en quelque sorte, mais imiter certaines caractéristiques qui sont intéressantes. Et les autres, on va être dans l'innovation. On peut dire que ça s'apparente à de l'innovation économique. Ça veut dire on voit un produit qui a d'excellents résultats, qui est cher, on va essayer de le faire avec des moyens moins chers et qui va donner un prix qui est plus convenable. Je peux vous dire que toute l'industrie de Zara et Inditex était au départ basée sur l'innovation. Parce que tout simplement, Ortega, qui était le fondateur de Zara, d'Inditex, d'ailleurs, Ortega et sa femme, il était dans l'industrie de grande couture. Et son idée de départ, c'était de prendre des tissus qui étaient plus accessibles, mais avec la coupe qui était intéressante, la coupe de haute couture. Et donc, à la base, son business model, il est basé sur un business model adaptatif où il a essayé de faire le meilleur, mais à des prix plus accessibles. Il y a aussi l'innovation économique, c'est le fait de chercher des fournisseurs qui peuvent faire à des prix qui sont moindres. C'est-à-dire, je lance un produit, c'est pas en cherchant qu'est-ce que je peux amoindrir, mais en cherchant plutôt des fournisseurs qui sont plus accessibles. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les fournisseurs, des fois, sont des fournisseurs en Chine, en Asie, et qui peuvent être fournisseurs de plusieurs marques en même temps. Donc, je donne l'exemple de Foxconn, qui est fournisseur d'Apple sur plusieurs composantes et qui est fournisseur d'autres marques au niveau international.
Et il y a l'innovation applicative. Donc, applicative, ça veut dire c'est une innovation qui utilise la technologie de façon différente. Et c'est le cas de Uber, où vous avez une plateforme qui met en contact un client, un fournisseur, tout simplement via la plateforme. Ou encore, j'ai donné l'exemple de Glovo qui met en contact un client, un fournisseur, toujours via une plateforme. Donc, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, on a des startups qui sont très intéressantes. Je parle